Alors, tout d'abord, que faut-il entendre par facteur humain? Les facteurs humains et organisationnels, on a tendance à ajouter aujourd'hui, constituent une discipline de la sûreté nucléaire qui a émergé à la suite de l'accident de la centrale nucléaire américaine Three Mile Island aux États-Unis en 1979. Les analyses, diverses analyses de cet accident ont pointé du doigt des modalités d'organisation, la conception des interfaces homme-machine, l'ergonomie des salles de commande, en fait, la qualité des procédures, la formation des opérateurs. Vous avez donc toute une série de thématiques aujourd'hui, facteurs humains et facteurs organisationnels, qui ont été pointés du doigt au cours de cet accident et qui ont donc fait émerger des spécialistes, notamment en France, dans les années 80, des spécialistes qui, pour la plupart, sont des spécialistes de l'ergonomie ou de la psychologie ou des sciences sociales. Alors, quelles sont les compétences de ces spécialistes? Il y a tout d'abord, puisque donc ils étudient des situations de travail, des activités, des processus dans lesquels l'homme est impliqué, il y a tout d'abord un savoir intervenir à développer, parce que les spécialistes doivent acquérir des données sur ces activités, ces processus, etc. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est acquis et qui peut se gagner par l'acquisition d'un certificat. Notamment parce que ces spécialistes évoluent dans un contexte institutionnel complexe, à la demande d'une autorité. Ils doivent se pencher sur des questions, traiter des questions d'organisation chez des exploitants. Donc ils doivent se faire accepter par l'exploitant pour pouvoir traiter des questions d'organisation qui leur sont demandées par l'autorité. Il y a ensuite, vous vous doutez bien que le nucléaire, les installations nucléaires, ce sont des installations techniquement très complexes, et dès lors, les spécialistes facteurs humains de l'IRSN doivent collaborer avec d'autres spécialistes d'autres disciplines techniques pour pouvoir identifier des situations à risque, pour pouvoir vraiment comprendre quels sont les risques des installations. Ils doivent également, pour comprendre ces risques, pour comprendre quels sont les enjeux de la sûreté d'une installation, parcourir l'histoire de la sûreté. La sûreté d'une installation, ça se joue évidemment sur du long terme, et donc les spécialistes doivent acquérir tout ce qui est singulier, tout ce qui fait les spécificités d'une installation, car ces installations en France sont très différentes. Évidemment, une centrale nucléaire est très différente d'une installation de recherche, qui elle-même est différente d'une installation du cycle du combustible, etc. Et enfin, peut-être la compétence clé la plus importante que j'ai pu constater au cours de ma recherche, c'est un savoir convaincre, un savoir négocier. Parce que, pour revenir à la première compétence que j'avais mentionnée, pour interagir, pour intervenir chez l'exploitant, il faut se faire accepter. Donc pour cela, même négocier avec l'exploitant cette entrée sur le terrain. Parce que cette évaluation va déboucher sur des recommandations. Ces recommandations vont avoir un coût, sans doute, pour l'exploitant. Donc l'exploitant a tendance à vouloir maîtriser cette intervention du spécialiste facteur humain. Ensuite, parce que le spécialiste facteur humain doit établir un avis argumenté sur ces questions difficiles sur l'organisation, parce qu'il doit convaincre l'autorité de sûreté, il doit convaincre l'exploitant, il doit convaincre des experts, même ses collègues, qui sont pour la plupart formés, des ingénieurs, formés à des savoirs techniques. Et donc, les savoirs de l'organisation, les savoirs sur les facteurs humains, sont parfois plus durs à appréhender pour ces ingénieurs. En conclusion, vous voyez que les compétences des spécialistes facteurs humains ne peuvent se restreindre à une liste de savoirs académiques qui figuraient sur un diplôme, mais que cette évaluation exige une compréhension fine des institutions, des enjeux des acteurs qui sont impliqués dans leur activité. Alors, que produisent ces évaluations de sûreté dans le domaine des facteurs humains? Bien entendu, des recommandations.
hein. C'est le cas de tout travail d'expert que de produire des recommandations. Néanmoins, il faut réfléchir à, surtout en ce qui concerne des questions organisationnelles, quelles sont les conditions qui favorisent la mise en application de ces recommandations. Et je voudrais revenir aux compétences que j'ai évoquées, les savoirs négocier, les savoirs convaincre. Tout ça, finalement, doit s'inscrire dans un processus très interactif entre à la fois les experts, les spécialistes facteurs humains, les exploitants et l'autorité de sûreté nucléaire. Et ce processus interactif, qui est donc fait, qui à chaque étape, à chaque itération, il doit y avoir cette espèce pour le spécialiste en tout cas, il doit gagner l'adhésion de l'exploitant, et c'est ce qui permet d'assurer une bonne application de la recommandation. Donc on a un peu l'impression que de loin que ces négociations sont une perte de temps, mais en fait c'est une source d'efficacité du processus d'évaluation. Donc je dirais à la fois vous avez l'objet évidemment de l'expertise qui sont les recommandations, mais vous avez ce processus qui est générateur d'effets parce que c'est en emportant l'adhésion des exploitants que des changements bénéfiques pour la sûreté vont être mis en œuvre. La notion de capture est définie en économie et elle renvoie à des situations où des entreprises sont réglementées et réglementées par une autorité. En fait, donc ce concept part d'un constat économique simple. La conformation à un règlement représente un coût pour l'entreprise. Dès lors, l'entreprise a tout intérêt à capturer l'autorité, les experts qui représentent cette autorité, pour minimiser ses coûts de conformation. Lorsqu'elle y arrive, donc l'expert ou le spécialiste ou l'autorité est capturé, et dès lors, celui-ci devient l'avocat de l'entreprise. Alors, les spécialistes facteurs humains que j'ai pu suivre, sont-ils capturés? Je dirais non. J'ai vu que non. J'ai vu que non à travers toute une série d'interactions qu'ils ont pu avoir avec l'exploitant, et j'ai pu observer qu'ils défendaient souvent avec beaucoup de vigueur leur point de vue, et en ce sens, on ne peut pas leur reprocher d'être les avocats des exploitants. Pas du tout. Néanmoins, ces jeux de négociation que j'ai évoqués, parfois aboutissent à des compromis. L'expert, le spécialiste, doit de temps en temps faire des concessions. Et en ce sens, dès lors, l'exploitant parvient à influencer sur on peut dire, les degrés de liberté du spécialiste. J'ai pu voir ça notamment en ce qui concerne l'accès à l'information. Parfois, souvent l'exploitant a son mot à dire sur les questions qui vont être abordées par l'évaluation. Donc il peut tenter de restreindre le périmètre de l'évaluation ou de restreindre également d'agir en tout cas sur les méthodes d'acquisition de données du spécialiste, et enfin aussi également sur les délais de mise en application des recommandations.